Tu as déjà vu un homme en uniforme croire qu'il possédait le soleil. Rien que ça? Ouais, c'est arrivé. Tout a commencé sur un tronçon mort de la route 73, là où le désert ne parle pas et où le ciel te brûle la peau gratuitement. La lieutenant-colonel Elise Morgan avait une main sur le volant, l'autre qui retenait l'épuisement après 3 jours de sommet militaire sur la santé à Reno. Le genre de mission où tu portes ton uniforme, où tu souris dans les discours et où tu représentes le drapeau, qu'il flotte ou qu'il parte en flammes. Elle rentrait à Bakersfield auprès de sa fille adolescente. Juste elle, le vent et cette chaleur. Puis les sirènes ont retenti. Une seule voiture de patrouille qui s'est faufilée derrière elle comme un serpent au croc clignotant. Pas de raison, pas d'avertissement. Juste une autorité en manque d'un prétexte pour asseoir son pouvoir. L'agent Brian Cotter, la trentaine bien entamée, peau rouge, homard par le soleil, uniforme froissé, lunettes miroirs, comme s'il croyait que ça faisait de lui un dieu. Il est sorti comme s'il attendait toute la journée une femme comme Élise. Ou plus honnêtement, une femme noire comme Élise. Permis, enregistrement. Où vous allez? À qui est cette voiture? Vous, les militaires, vous vous croyez intouchables. Tu connais la chanson. Question déplacée. Ton arrogant, lampe torche dans les yeux. Mais Élise n'a pas bronché. Elle avait vu pire à Kandahar. Elle avait survécu à pire. Elle a gardé sa voix calme, nette. « Je suis réserviste, je reviens d'une mission officielle. Je rentre chez moi. » Cotter a plissé les yeux. « Réserviste, hein? C'est ça ?» Son sourire s'est tordu comme une volute de fumée. « Je peux jeter un œil dans le coffre ?» Elle n'a pas consenti. Elle n'a pas résisté non plus. Mais Cotter a ouvert le coffre quand même. Rien à l'intérieur sauf quelques sacs, une trousse de secours, des papiers militaires. Pourtant, il l'a refermé comme s'il avait trouvé un cadavre. Ce qu'il voulait, c'était une excuse. Ce qu'il avait besoin, c'était du contrôle. Il s'est penché trop près, regard noir. « Ici, colonel, vous êtes juste une autre anonyme dans mon carnet. » Et c'est là qu'Élise a su, ce n'était pas un contrôle, c'était un test. Elle se rappela ce que disait sa grand-mère. « Certains hommes ne te détestent pas pour ce que tu as fait. Ils te détestent pour ce que tu as survécu. » Mais ce que Cotter ignorait, c'est qu'Élise n'était pas juste une colonelle. Elle avait été forgée dans le feu. Elle avait grandi dans un quartier difficile de Bâton Rouge, là où les lampadaires ne fonctionnaient qu'1 jour sur 2 et où les coups de feu étaient de plus fiables que les comptes du soir. Son père était parti quand elle avait 2 ans. Sa mère enchaînait 2 boulots. Élise avait compris très tôt. La force, c'était pas un luxe. À 17 ans, elle s'est engagée, sans plan B, juste du cran et une dent fêlée depuis son premier combat. Le camp d'entraînement? Un enfer. De la sueur, des cloques, de l'humiliation. Certains instructeurs voulaient la briser. D'autres faisaient semblant qu'elle n'existait pas. Mais Élise a tenu. Elle dormait 4 heures par nuit, s'entraînait jusqu'à ce que ses membres lâchent, grimpait des cordes avec les mains en sang parce qu'elle refusait d'abandonner. Et des années plus tard, c'est cette même détermination qui lui a permis de sauver 3 soldats à Kandahar après l'explosion d'un convoi. Personne ne lui a demandé sa couleur de peau ce jour-là. Alors, sur cette route, quand le collègue de Cotter est arrivé, un colosse nommé Shane Mullins, avec un tatouage de croix gammée à peine caché sous sa manche, Élise a compris que ce n'était pas un hasard, ils l'ont piégé, roué de coups, emmené de force. Pas de renfort, pas de caméra embarquée, juste de la poussière, du sang et du silence. Elle s'est réveillée menottée, dans une cellule d'un bled paumé appelé Copper Hill, moins d'habitants que de mensonges dans la bouche du shérif. Ils l'ont appelée terroriste intérieure. On prétendu qu'elle avait agressé des officiers, disent que son véhicule était volé. Et le shérif, Lawrence Denner, un ego plus gros que le Nevada, des principes no plus petits qu'un grain de sable. Il souriait aux caméras pendant la conférence de presse, dépeignant Élise comme une menace. Elle a résisté. Elle était violente, on n'avait pas le choix. Mais Élise, elle avait une seule bouée de sauvetage. Un téléphone jetable caché sous sa ceinture, parce que la guerre lui avait appris que le danger porte parfois un insigne. Avec une barre de réseau, elle a appelé la major Dana Reeves, son contact au Pentagone. Et là, tout a basculé. Les policiers militaires sont arrivés, puis le FBI, puis CNN. Et ensuite, tout le monde. La vidéo d'Élise, traînée, couverte de sang, a fait le tour d'Internet. Un ado du fast-food d'en face l'avait filmé en cachette avec un vieux téléphone. Personne ne l'avait remarqué sous le panneau publicitaire. Et ce gamin, Marcus Hill, 17 ans, blanc, local, et sacrément courageux. Il a publié la vidéo avec la légende. Elle leur a dit qu'elle était colonel. Il s'en fichait. La vidéo est devenue virale en 12 heures. Le pays a explosé. Certains étaient de furieux.
qu'une officier décorée soit traitée comme une criminelle, d'autres disant qu'elle avait dû faire quelque chose, que c'était peut-être justifié. Les plateaux télé ont flambé, les politiciens ont tweeté des indignations calibrées. Le shérif a disparu. Le maire de Copper Hill a démissionné 2 jours plus tard. Élise, à l'hôpital, côte cassée, genou fissuré, contusion faciale, mais toujours droite comme un drapeau. Elle a été relâchée sans inculpation, sans excuse non plus. Juste une enveloppe remplie de documents égarés et une infirmière qui a murmuré « Merci pour votre service, je suis désolé ». Puis la presse est arrivée, des micros partout, des gros titres déformés. Certains la traitaient d'héroïne, d'autres de menteuse. Une radio conservatrice l'a surnommée « l'agitatrice en uniforme ». Les blogs progressistes l'ont appelée « le réveil de l'Amérique ». Ils ont fouillé son passé, son dossier militaire, son divorce, l'Instagram de sa fille. Sa fille, Nia, retirée de l'école après qu'on ait écrit « Ta mère est une menteuse » sur son casier. Et les menaces ont commencé. Lettres, mails, messages vocaux. Certains disaient qu'elle devait avoir honte. D'autres, qu'elle devait mourir. Mais elle n'était pas seule. Tu te souviens de Marcus, le gamin au téléphone? Il a témoigné pour elle. Il a dit ce qu'il avait vu, ce qu'il avait filmé. Et pourquoi il n'a pas pu se taire? Il a été harcelé, viré de la station-service. Mais il n'a pas flanché. Et puis il y avait l'agente Marisol Vega, une recrue du comté voisin, latine, à peine 25 ans. Elle s'est levée pendant l'audience et a dit « Je suis devenue flic pour protéger, pas pour couvrir. Ce qu'ils ont fait à la colonelle Morgan, c'est un crime. » Elle a été suspendue 1 semaine plus tard. Menacée, traîtresse, disaient onze et collègues. Mais elle non plus n'a pas reculé. Le département de la justice a ouvert une enquête. Le shérif a embauché un avocat. Le Pentagone a soutenu Élise publiquement. Mais en coulisses, c'était autre chose. Réunion annulée, invitation oubliée. Sa promotion, suspendue pour examen. Et puis, ils lui ont demandé de lâcher l'affaire, d'oublier, pour l'unité nationale, pour l'image, pour sa carrière. Élise s'est assise dans cette salle de conférence à Washington, regardant ces hommes en uniforme, les mêmes qu'il avait félicités après Kandahar. Et ils lui ont dit « Colonel, on peut tout faire disparaître. Mais il faut que vous laissiez tomber. » Elle a demandé « Et si je refuse ?» Un général a haussé les épaules, un autre a détourné les yeux. Et là, elle a compris. Ce n'était pas pour apaiser, c'était pour enterrer. Elle est rentrée chez elle, elle a essayé de respirer. Chaque matin, des journalistes devant la maison. Sa fille, silencieuse, sa boîte aux lettres débordait, des lettres d'amour et de haine. Une contenait une balle. Elle a engagé un avocat, Roland Choix, discret, ancien défenseur de lanceurs d'alerte. Il l'a prévenu. Ils vont s'en prendre à votre retraite, à votre habilitation, à votre santé mentale. Élise a souri. Qu'ils viennent. Et puis, il y a eu l'assemblée municipale. Forum public de Copper Hill. Salle comble. Élise est restée au fond, en civil, aux côtés de Marcus et Vega. Le shérif, absent. Mais le sénateur Travis Cotter, l'oncle de Brian, a pris la parole. Il a souri. Et il a dit « Nos officiers se sont défendus. La version de la colonelle est exagérée. Nous soutenons nos forces de l'ordre. » Élise est montée. Et elle a parlé. Elle leur a dit ce que ça faisait d'avoir ses médailles écrasées sous une botte. Ce que ça faisait d'être traînée, battue, salie, ce que ça faisait d'entendre sa fille pleurer sans savoir comment la consoler. Elle a fini par « Je n'ai pas survécu à la guerre pour mourir dans le silence. » Silence. Puis 1, 2, 3 se sont levés. Ils ont applaudi. Mais pas tous. Dehors, une foule. 2 camps. Justice pour Élise, contre soutien à nos flics. La ligne entre patriotes et parias n'a jamais été aussi fine. 1 semaine plus tard, le sénateur Cotter a proposé une loi pour faciliter les poursuites contre les militaires lors de contrôles routiers. Le nom d'Élise n'était pas cité, mais tout le monde savait. Et maintenant, elle attend. La prochaine audience, la prochaine tempête. Chaque matin, elle marche entre ses abris côtiers. Le soir, elle serre sa fille dans ses bras. Elle parle plus, de la peur, du courage, de la vérité. Mais une chose est sûre, elle ne se taira plus, parce que la voix d'Élise Morgan n'est plus seulement la sienne. C'est celle de toutes celles qu'on a réduites au silence. Et la justice n'a pas besoin d'un insigne. Elle a juste besoin de tenir bon. Et toi, tu ferais quoi? Tu laisserais tomber? Ou tu parlerais? Dis-le moi en commentaire. Parce que cette histoire, elle est à nous tous.